Va passer aux Sixers rapidement. Doc Rivers donc qui va rejoindre les Sixers, qui les a déjà rejoints, qui a fait une conférence d'ailleurs de presse hier de présentation, d'introduction. Doc Rivers, gros coach, il fait pas mal l'unanimité au sein de la NBA. Il a coaché Orlando, il a coaché les Celtics, il a remporté une bague avec la génération KJ, Paul Pierce, Ray Allen et Rajon Rondo. Il a fait 7 ans aux Clippers avant de se faire donc limoger après cette défaite, après cette énième déconvenue en demi-finale de conférence contre les Nuggets après avoir mené 3-1. Il se fait rejoindre et perd en 7 avec un Kawhi avec 0 points dans le quatrième quart-temps. Non, j'arrête. Bref, je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Est-ce que tu penses que Doc Rivers aux Sixers, c'est le bon choix? Est-ce que tu penses qu'il va permettre de restaurer un peu d'ordre dans cette franchise qui a connu quand même pas mal de désordre ces dernières années? Très, 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 très mitigé. Je les voyais vraiment pas aller chercher Doc Rivers pour tout ce qui s'est passé aux Clippers là ce qui s'est passé aux Clippers sur cette saison. Je suis vraiment surpris. Je vois à peu près où ça veut en venir. Ça veut en venir au fait d'éduquer un peu les jeunes Sixers en la personne de Embiid, en la personne de Simons. C'est d'inculquer un peu une vraie méthode de travail, notamment à Embiid, qui, je pense, en a beaucoup besoin. Après, sur le plan... Enfin, en fait, je le vois plus comme un manager C'est à Philly. c'est justement ce que j'allais te poser comme question en fait. Est-ce que finalement, on devrait distinguer le manager, le gestionnaire d'un groupe d'hommes, du coach tactico-tactique en fait? Est-ce que tu penses Ouais. que Doc Rivers est la bonne personne pour justement faire maturer, faire grandir ce groupe de jeunes talents que sont Embiid et Ben Simmons? Sur le plan humain, sur le plan Sur le plan humain, ouais, il va être respecté. Tu vois, c'est quand même un gros nom, comme tu l'as dit. Pour moi, il faisait l'unanimité. C'est clair que un an en arrière, tu me parles de Doc Rivers et tu me dis l'effectif qu'il va avoir aux Clippers. Ouais, la NBA flippait. Concrètement, la NBA flippait. On a vu ce que ça donnait. Et c'est peut-être même un peu sur le plan humain que ça a déconné. Tu vois, il n'y avait pas que sur le plan coaching. Donc, je suis quand même blindé d'interrogations concernant Doc Rivers actuellement. Là, je te rejoins, c'est quand même sur le plan humain, comme tu dis. Ouais, tu regardes les Clippers de Paul. Il n'y avait pas forcément, il y avait pas forcément de leader sur le terrain. Et Ouais, c'est un peu peut-être ce qu'on lui demandait, c'est de réunir tout le bordel et d'être un peu, c'est comme un Mourinho, prendre la foudre des médias, prendre un peu l'espace, tu vois, cet espace-là, de le prendre pour lui et justement de laisser les joueurs jouer. Et entre guillemets, d'être le leader, le mec qui rassemble, tu ouais. vois. Et quand tu me dis qu'il va aux Sixers, et pour moi, les Sixers, on a un peu le même problème dans l'effectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément ce leader. Embiid est peut-être un leader technique, un leader offensif, défensif, tout ce qu'on veut, mais au niveau mental, gros, qui est le leader de cette équipe? Et je suis d'autant plus d'accord avec toi que, comme tu le dis, quand tu regardes la relation assez dure aujourd'hui, assez tendue qu'il y a entre Blake Griffin et Chris Paul qui ont joué ensemble lors de la première version des Clippers sous l'ère Doc Rivers, Lob City, les tensions qu'il y avait dans le vestiaire, quand tu vois les tensions qu'il y a eu aussi chez les Clippers récemment, où des joueurs du vestiaire, enfin des joueurs du banc estimaient qu'ils étaient meilleurs que Paul George, ils estimaient que Kawhi avait trop de passes droits, et que finalement, encore une fois, Doc Rivers n'a pas su créer un groupe et que le seul moment où il a réussi à le faire, ce soit aux Celtics, mais aux Celtics, il y avait un leader. Il y avait des leaders. Ouais, il avait des leaders, il avait Paul Pierce, il avait. Kendrick Perkins, il y avait des forts caractères qui Ouais, étaient. exactement. Exactement. Il y avait des hommes. Il y avait des joueurs, et est-ce que. Il y avait des hommes avec un grand Z. Il y avait des joueurs cadres, des vétérans, des mecs qui savaient ce qu'ils voulaient, des pros, ce qu'il n'a pas forcément eu. Si, il a peut-être eu avec Chris Paul aux Clippers, mais il n'est pas parvenu justement à en faire un leader. Il n'a pas eu de leader dans le vestiaire des Clippers avec Kawhi. Et comme tu le dis, là aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif des Sixers, c'est pas Tobias Harris qui est le leader. À la limite, ça serait alors fort, il est embouteillage de ouf. C'est ça, un leader qui est sur le banc, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Non, c'est pas un leader. Donc, même sur l'aspect humain, je m'interroge, en fait, comme tu dis, comme toi, je m'interroge.
Ouais, je m'interroge après, je comprends, tu vois. Doc Rivers, comme tu l'as dit au début, c'est un nom respecté. Embiid, tu sais qu'il va prendre au sérieux le mec, tu vois. Bah, Champion NBA avec Boston. Doc Rivers a beaucoup parlé là sur Embiid en disant qu'il le voyait comme un pivot dominant. Faut qu'il regarde plus les playoffs à l'Est, Doc Rivers, d'ailleurs. On va lui en parler. Mais ça beaucoup, hein. Ça me permet pas de revenir avec ça. Mais voilà, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est parce que Embiid, voilà, faut arrêter Embiid, faut arrêter les Big Mac. Alors je l'ai pas vu manger des Big Mac sur le bord du terrain avant un match, mais regarde, Embiid mange des Big Mac quand LeBron paye 1 million de dollars chaque année pour prendre soin de son corps. Je veux dire, mais dans quel monde ces mecs-là vivent? Ben Simmons qui rate un match parce que la veille il était bourré. Voilà, je pense qu'avec Doc Rivers, il y aura une restauration d'un certain ordre. Qu'avec Brett Brown, tu sais, Brett Brown, on le prenait un peu pour le bon soldat Brett. Tu vois, le mec, il a avalé des couleuvres, il a essuyé des revers pendant des années et des années, pendant 7 ans. Et on ne prenait pas au sérieux. Il était bien gentil, mais on ne prenait pas au sérieux. Doc Rivers, c'est une bague. C'est un mec qui a coaché des grands joueurs. Donc je pense que là-dessus, effectivement, il sera respecté. Et aussi un autre point sur lequel il faut revenir, poto, c'est bien évidemment le côté aussi, le côté tactique de cette équipe. Est-ce que tu penses que Doc Rivers sera en mesure, parce que au-delà de ne pas manger des hamburgers, au-delà de ne pas sortir le soir et d'être sérieux, est-ce que tu penses que Doc Rivers va pouvoir faire jouer ensemble Ben Simmons et Joel Embiid? C'est quand même le nœud de la guerre. c'est le nœud de la guerre, concrètement. Pour en revenir sur l'effectif très rapidement, il n'y Ouais, a pas un pesos de disponible au niveau de la free agency. ouais, Ils étaient à 130 millions la saison dernière, ils sont à 147 sur la saison qui arrive. on a pété avec Shaggy Tax. Il n'y a pas un pesos de disponible. Le seul moyen que ça bouge, c'est des trades. Des trades avec des contrats bourbiers sur des joueurs pas forcément. Tobias Harris, 180 millions de dollars sur 5 ans. Je sais, c'est Mino Raiola son agent? Mais comment ce mec n'a jamais été All-Star? Ce mec n'a jamais eu de titre personnel. Le mec, il touche 180 millions de dollars plus que Ben Simmons. Mec, mais c'est un délire, gros. Ah, mais ils ont des contrats de merde. Au niveau de l'effectif, ça va être très, 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 très chaud d'arriver à faire des trades qui pourront améliorer l'équipe. Donc, ouais, bonne chance, Doc. Bonne chance d'arriver à faire tourner la machine. Il a dit, Monsieur Rivers, pour que lui, il n'y a aucun souci sur le duo Simons-Embiid. Concrètement, il s'est posé sur des chiffres, sur des statistiques. Il a essayé de nous enfumer sévèrement en nous disant que Embiid et Simons, quand ils jouent en même temps, remportent 65% de leurs matchs. Monsieur, si vous perdez le mauvais match, c'est problématique. Allez demander à Denver, le match 7, si tu le perds, c'est chiant en gros, tu vois. Il est fou, frère. 65%, le mec, il essaie de nous enfumer, mais sévère, gros. Non, mais ils gagnent 65% de leurs matchs quand ils jouent tous les deux. Ok, on en reviendra. Non, mais il y a ça, et puis il y a le. Est-ce qu'il sera capable? Si tu veux, moi, Doc Rivers, j'ai quand même pas mal d'interrogations. Tout à l'heure, tu parlais de sa capacité à incarner un leadership, à assurer un certain ordre dans le vestiaire. Moi, maintenant, je m'interroge même sur ses compétences en tant que tacticien, en tant que coach, en tant que génie, si tu veux. Moi, Doc Rivers, j'ai jamais trop su si c'était un coach offensif ou défensif. J'ai jamais vu la patte Rivers quand tu as la patte Bradley Stevens, la patte Spoelstra, la patte Popovich, la patte Steve Kerr. Quelle est la patte Doc Rivers, tu vois? La patte Thibodeau. Hein, et la patte Thibodeau, bien sûr, la patte Thibodeau, effectivement, aux Bulls. Elle est là. Tout à fait. Mais quelle est la patte Rivers? Et là, tu as quand même besoin d'un génie offensif pour pouvoir faire jouer ensemble un mec qui veut pas shooter, qui, lorsqu'il voit l'arceau, il rebrousse au chemin, et Joel Embiid qui a besoin de jouer dans la raquette. Donc, est-ce que Doc Rivers, parce qu'il n'est pas très fort tactiquement, va s'entourer peut-être d'un assistant offensif? Mais là, j'ai entendu qu'ils allaient faire venir Alvin Gentry. Non, Gentry, t'as vu ce qu'il a fait avec les Pelicans? Niet, c'est pas Gentry qui va permettre à Ben Simmons et Embiid de maximiser leur potentiel sur le court simultanément. Non, pour moi, il n'y a pas vraiment de solution miracle, concrètement. Déjà, la paire n'est pas une paire qui fit naturellement. Est-ce que Monsieur Doc Rivers va réussir à nous créer un miracle? J'ai des gros doutes là-dessus. Pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est mort, concrètement. Oui, mais selon toi, s'il doit créer un miracle, est-ce qu'il doit notamment s'entourer d'un très bon staff technique avec un excellent
gourou offensif. Parce que Ouais, c'est ça. le problème, c'est que le mec qui recrute, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Elton Brand. Justement. C'est chaud. Poto, c'est chaud. Ouais. On a des gros problèmes. C'est sûr, c'est sûr. Mais donc voilà, tout à l'heure tu me parlais justement des chiffres. Parlons un peu de chiffres aussi, qui résument la saison des Sixers cette année et aussi le paysage dans lequel va arriver Doc Rivers. C'est que les Sixers l'année dernière, c'est 6e de conférence Est. C'est l'une des meilleures équipes à domicile et l'une des pires équipes à l'extérieur, on the road. Un truc assez incompréhensible, avec notamment des sous-performances comme celle que vous avez à l'écran de Joel Embiid en novembre 2019 sur le terrain des Raptors, 32 minutes, 0 points, comme vous pouvez le voir, 0 sur 11 à 3, 0 sur 11 au shoot, 0 sur 4 à 3 points et 4 turnovers. Il s'est fait savater par la défense des Raptors. Hein? Il s'est fait savater par la défense des Raptors, frérot. C'est pas possible. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est que toi, comment on a vu Joel Embiid dominer, en fait? Moi, j'ai vu Joel Embiid, je me souviens, 2-3 ans, mettre 42 points sur le terrain des Lakers. J'ai vu Joel Embiid, lors du Christmas Game, éteindre Giannis Antetokounmpo des deux côtés du terrain. J'ai vu Joel Embiid, à la fin du 4e quart-temps du All-Star Game, quand ça jouait comme des charros. J'ai vu faire un dream shake sur LeBron. J'ai vu Embiid dominer les débats, tu vois. Donc, je trouve anormal qu'il ait, comme tu dis souvent, des sous-performances, en fait. Donc, est-ce que Doc Rivers sera la bonne personne? Moi, je pense pas. Est-ce que Doc Rivers sera la personne qui va dire à Ben Simmons, hey, mec, prends tes shoots, essaye, tu vois? Simmons, c'est gros, c'est le. Regarde, voilà la stat. Gros, Alec Burks est remplaçant. Il est sur le banc. C'est un bon croqueur. C'est un bon croqueur en plus sur le banc. Donc c'est pour te dire que déjà, c'est pas gagné. C'est pas gagné de la part de Simmons. Non, pour moi, c'est un mal pour un mal, comme tu l'as dit. Il n'y aura pas de solution miracle. Ça va être une saison de plus où ils vont se casser la gueule. Le seul truc que j'attends vraiment de cette saison, qui pourrait me faire plaisir, c'est qu'Embiid se prenne en main. On est marre de se faire laver en playoff. Le mec s'est fait sortir par Boston. Boston sans big man, putain. Ils l'ont sorti à 0. Boston, où on dit de Boston que leur gros problème, c'est le secteur intérieur. Il s'est fait savater. Ils ont perdu 4-0. Bien sûr. Ok, il n'a pas été ridicule sur le plan statistique, mais sur le plan physique, personnellement, je ne l'ai pas senti apte à dominer sur une série en 7. Heureusement que ça s'est en 4. Heureusement. Il doit être in shape. Il n'a pas le choix. Il doit être in shape. Et j'espère qu'il le voit. Le temps passe. Le temps passe. Il voit la relève à l'ouest exploser. La relève aussi bientôt qui va taper aux portes à l'est. Donc, il est dans l'obligation de réaliser une grosse saison. Mais comme tu l'as dit, tout ne va pas forcément retomber aussi va pas tomber sur les épaules de Doc Rivers. C'est pas le seul responsable du succès ou de l'échec des Sixers. Il y a bien évidemment la question de la Philadelphia Sixers. Je me souviens de la discussion qu'on avait eue, mais c'est vrai que c'est une franchise qui marche un peu sur la tête. Commencer par niveau de Monsieur Elton Brand. C'est ça. Le GM des Sixers qui quand même se distingue par des décisions qui posent question. Quand tu as Embiid dans la raquette, forcément, tu veux du spacing autour de lui. Et on a l'impression que sur les dernières années, le mec, il a voulu enlever tous les shooters à 3 points qu'avait Embiid à ses côtés. Ça a commencé d'abord par Covington. Ok, il a échangé contre Jimmy Butler, mais derrière Jimmy Butler, il le conserve pas à la fin de la saison. Donc en fait, le mec est doublement perdant. Ça a commencé avec le départ de Bellinelli et d'Ilyasova, puis après de DJ Redick. Et voilà, aujourd'hui, les mecs se retrouvent avec Korkmaz. Ouais, non, c'est chaud. Ils n'ont aucun shooter, aucune complémentarité pour moi avec le style de jeu d'Embiid. Quand tu vois. Qui est parti aussi. Quand tu vois Milwaukee qui fait des pieds et des mains pour aller chercher des mecs qui fitent bien avec Giannis. Putain, aux Sixers, gros, c'est l'inverse, quoi. C'est l'inverse, et c'est ce que disait d'ailleurs DJ Redick il y a quelques jours en interview, où il expliquait que c'est incroyable le nombre de joueurs qui sont venus et partis aux Sixers, en fait. Ouais. Arriver aux Sixers et partis des Sixers, la rotation, c'est impossible de construire une équipe sur la durée avec un effectif qui change tout le temps. Et alors après, voilà, il faut voir, là on parle notamment d'une potentielle arrivée de Buddy Hield, mais Buddy Hield, ça coûte cher. Il a signé un gros contrat la saison dernière. Là, Buddy Hield, apparemment, en ce moment, il répond pas aux appels de Luke Walton. Mais c'est forcément un trade, t'es prêt à sacrifier qui? T'as même pas t'as rien, t'as des gros contrats. Tobias Harris, il a 28 ans, il coûte 180 millions de dollars sur les prochaines années, sur 4-5 ans.
Mec, c'est pas un game changer, c'est pas le mec qui va te changer une franchise. Le montant qu'il a, c'est le montant de quelqu'un qui change une franchise. Quel Ouais. club a mis 180 millions d'euros sur un mec comme ça? À Ouais. l'offre, il est vieillissant. Après, il y a quand même des motifs de satisfaction. Il y a notamment ce jeune Mathias Tibul. Enfin, c'est même pas Mathias, je sais pas où j'appelle Mathias. Mathis. Mathis Tybul, qui est un excellent défenseur, qui a quand même gêné sur la conférence, sur la série avec les Boston Celtics, un tout petit peu Tatum. Je pense qu'on peut le développer. Il peut être un bon défenseur, C'est mais un peu lèche, frérot. c'est un peu léger, hein. Un peu lèche, frérot, quand même, parce qu'on a annoncé, on a annoncé, quand tu vois le roster, tu te dis c'est une équipe qui doit aller loin. Euh, la seule chose qui est bien pour Rivers, c'est que concrètement, il ne pourra pas faire pire. Il ne pourra pas faire pire. Il va forcément aller en playoff. Il va... Ouais, ouais. Le pire scénario, c'est qu'en gros, il se fasse resweep au tour numéro 1. Il faudrait le faire quand même, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non. Mais tu sais, quand Embiid te dit après le match contre les Raptors où il met 0 points en 32 minutes qu'en fait il n'était pas assez agressif et qu'il a décidé d'être. Voilà, tu sais où est le problème. C'est une question de mentalité, c'est une question d'approche du game. Et je pense que le fait qu'il soit maintenant père, il vient d'être père là, sa femme vient d'accoucher, peut-être que ça va le faire grandir, ça va lui faire comprendre que voilà, il faut qu'il mature. Il y a deux choses auxquelles je voulais venir qui vont exactement dans ce sens-là. J'espère qu'Embiid regarde les finales pour deux raisons. Première raison, c'est un pivot qui domine les débats dans ces finales. C'est un pivot, ok? Un pivot qui est dominant des deux côtés du terrain. Dis-moi ce que AD a et que Embiid ne peut pas faire. Je suis tellement d'accord. Ah, le Que playmaker, frérot. je suis d'accord. Le drive, le handle. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais tu sais, Thibodeau, comme ça, j'oublie pas. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la Ligue ne peut pas contrôler simultanément Anthony Davis et LeBron sur un court en même temps parce que LeBron est trop costaud, trop grand par rapport au meneur adverse et parce qu'Anthony Davis est trop skilled, trop fort. Il a un trop gros package, en fait, pour les pivots actuels. Soit il est trop grand, soit il est trop fort au niveau du drive. La seule équipe, ou deux seuls joueurs qui peuvent peut-être contenir LeBron et Anthony Davis en même temps, c'est Embiid avec Ben Simmons. S'ils se donnent les moyens. S'ils se donnent les moyens, mais c'est un peu le problème. Les moyens. Et gros, t'en as parlé tout à l'heure, Ouais, Poto, dis-moi. est en finale NBA en face de ses Lakers. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le mec, le leader, le mec qui aurait dû être leur leader. Butler, il était avec Embiid. Ouais, Dis-moi, bien au sûr. moment où Butler quitte les Sixers, si on avait dit Butler sera en finale avant Embiid, tout le monde aurait gaulerie. Tout le monde aurait gaulerie fort. Tout le monde, tout le Là, monde. actuellement, Embiid, qui a kiffé Butler, il a kiffé, tu vois, il s'en est pas. Il retweet tout, le mec. C'est son community manager. Le mec, il retweet, il lui fait les courriers, je crois. Mais en vrai, de vrai, gros, tu dois être choqué si t'es Embiid. Tu dois être choqué. Butler est en finale avant toi. C'est une anomalie, mon gars. Attends, Butler est en finale avant toi en franchise player. Ouais, Et ouais. quelle est la douille? Tu vois, c'est que le mec, il est franchise. Le pire, c'est que quand tu te retournes dans ton vestiaire, quand tu tournes à droite, t'as personne, et quand tu tournes à gauche, par contre, t'as Josh Richardson, et tu dis merde, Brand a donné Butler pour Josh Richardson. C'est pour ne pas avoir rien du tout en échange. Un tour bidon de draft, tu vois, c'est ça en fait. Et d'ailleurs, c'est bien que tu fasses le lien avec les finales. J'espère qu'Embiid et Ben Simmons et Doc Rivers regardent les finales. Parce que qu'est-ce qu'on voit finalement des Lakers? C'est que c'est un jeu de big men à big men, de big à big. C'est possible. Que LeBron, plusieurs fois, poste, quand c'est bloqué, il donne en alley-oop, soit à Dwight, soit à Anthony Davis. Ça joue de big à big. Ben Simmons, avec sa qualité de passe, Domine dans la paint. Ouais, tout s'il simplement. améliore au poste, parce qu'il a pas il a un jeu très limité offensivement. Ça joue en transition et c'est tout. S'il améliore son jeu notamment au poste, ça peut être très intéressant. Il peut faire un jeu de big à big avec sa qualité de passe, avec Joel Embiid. Et donc là, il peut être utile. On va pas demander à Ben Simmons de shooter à 3. On va même pas lui demander d'avoir un mid-range game. On va lui demander d'être agressif, agresse, l'arceau, tente des choses. Tu peux pas avoir autant de tentatives que ton remplaçant Alec Burks. C'est pas